Ça y est, on est tout bon, Yann. Bienvenue. On est pour le prochain rendez-vous au cœur de la vie, le pouvoir de l'invisible. Je vais vous présenter Yann en quelques mots. Yann est infirmier. Il a fait une garde, excusez-moi, cette nuit. Je vais prendre un petit peu de ma soupe de gingembre. Donc, je reprends. Yann est infirmier. Il a fait une garde cette nuit, n'est-ce pas, Yann? Oui. Hein? Et en fait, je t'ai invité parce qu'on se connaît depuis quelques années, personnellement. Je t'ai connu en fait parce que tu organisais une soirée de méditation il y a bien, je pense, 10 ans. Ouais, Et c'est comme ça que j'ai appris à te connaître. Et tu es facilitateur en constellation familiale et systémique, mais tu as plusieurs casquettes. Tu as commencé surtout, tu as une grande expérience en communication non violente, ce qu'on appelle la CNV. Et tu animes aussi des groupes de parole. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose d'important? Le Voice Dialogue, tu en as parlé? Non. Le Voice Dialogue, c'est une approche aussi qui me tient très à cœur depuis quelques années. Depuis 3 ans, je me suis formé. Et dans l'accompagnement des gens, je trouve que en thérapie, c'est très, très efficace. En fait, je vous expliquerai peut-être un peu plus tard, mais ça parle des différentes parts intérieures et on donne la parole à ces différentes parts intérieures. Voilà. En tout cas, on voit comme beaucoup d'entre nous, moi qui commence avec les Nations Unies, qui continue à notamment accompagner des personnes qui s'intéressent à ce secteur-là, toi qui as commencé comme infirmier et qui continue, et puis cette envie, ce besoin de s'ouvrir à autre chose, d'aller vers la connaissance de soi. Et c'est vraiment le concept de Au cœur de la vie, le pouvoir de l'invisible, c'est d'inviter des personnes comme toi qui ont une histoire de vie. On a tous des histoires de vie, mais plus spécifiquement liées à leur transformation. C'est des gens qui ont un énorme goût à l'intériorité, qui vraiment mettent en priorité leur monde intérieur parce qu'ils savent que toute la vie qui se déroule autour d'eux dépend énormément excusez-moi, aujourd'hui, l'hiver arrive, de cette relation à eux-mêmes. Donc, vraiment, bienvenue. Tu es le 8e de la série. 8, c'est un joli chiffre, c'est l'infini aussi. Merci. Donc, je vais te faire parler de justement cette expérience de vie. On est là pour ça. C'est ce qui est intéressant. C'est cette profondeur, cette verticalité qui, moi, m'a toujours tenu à cœur. Dès l'âge de 18 ans, déjà, il y avait des prémices, mais c'est surtout à 35 ans quand je suis revenue du Kosovo. Et justement, une de mes premières questions, Yann, c'est vraiment comment toi, consciemment, tu as réalisé, tu as fait l'expérience de ce que j'appelle moi la source de toute vie, qui peut s'appeler la conscience universelle. D'ailleurs, toi, tu lui donnes quoi comme nom? Alors moi, en fait, moi, je pratique le bouddhisme depuis que je suis parti en Inde à 21 ans. Et puis, c'est là que j'avais lu déjà un livre 6 mois avant de partir. Donc, c'était un peu cette période où les choses se sont mises en place. Et donc, moi, j'appelle ça plus la nature de l'esprit ou la nature ultime de la réalité. Voilà. Qui, en fait, je pense, est le même nom que Dieu ou que d'autres appellations qui correspondent à la même chose en réalité. Et je dirais que j'ai pas forcément fait l'expérience directe de cet état ultime, malheureusement, mais j'y avance, j'y progresse. Et puis, mais je dirais que de sentir de m'ouvrir au monde spirituel, de m'ouvrir au monde de la conscience, de la connaissance de soi, ça a été... en fait, je dirais que j'avais déjà assez jeune, déjà ado, j'avais une espèce d'attirance pour le monde spirituel. J'avais lu les livres de Lobsang Rampa qui fait des jolies histoires autour du Tibet. J'avais lu aussi Le monde de Sophie, je crois, un livre sur la philosophie. Et puis, je m'intéressais un peu, mais en fait, je ne trouvais pas ce qui me parlait. En fait, j'étais un peu en recherche de comprendre le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait là. Voilà, à quoi ça sert d'être vivant au fond et c'est quoi ma mission sur Terre en fait, je sers à quoi, voilà. Et donc à 21 ans, j'étais sur une phase de transition entre 2 études et puis je me suis dit bon, j'ai envie de partir en voyage et donc je suis parti à ce moment-là. Et puis dans l'avion, alors j'avais quelques plans de touriste, tu vois, mais j'avais pas forcément un but spirituel directement comme ça. Et en fait, dans l'avion qui partait depuis Genève en direction de Delhi, je rencontre un gars qui monte à Dharamsala, donc là où habite le Dalai Lama, là où il y a la communauté des Tibétains qui y vivent.
Et donc, il m'a proposé qu'on aille ensemble, ce qu'on a fait. Et il m'a tout de suite introduit dans des familles tibétaines, il m'a présenté à des médecins tibétains et j'ai pu voir le Dalai Lama. Et ça a été le début je dirais, d'une plongée dans un monde de spiritualité et de voir au-delà des apparences, j'ai envie de dire. Voilà. C'est magnifique. Je ne savais pas cette partie de l'histoire. On s'est parlé plusieurs fois, mais et j'ai la chair de poule alors que je suis très, très bien couverte. Et moi, ça me parle toujours, la vérité me parle toujours à travers les sens, comme ça. Oui. Et tu avais quel âge là? Donc, j'avais 21 ans quand je suis arrivé en Inde. J'avais 21 ans et demi. Et puis, je suis resté une année jusqu'à un peu plus que 22 ans et demi. Ouais. Donc, je suis resté pas seulement en Inde. Après, je suis allé au Népal. Après, je suis allé en Asie du Sud-Est. Donc, c'était un long voyage avec énormément de rencontres, avec plein d'expériences positives et douloureuses parfois. Mais je dirais que ce début qui a duré 4-6 mois entre l'Inde et le Népal, ça a été vraiment ce qui m'a le plus marqué parce que ça m'a vraiment plongé dans un monde de spiritualité, de voir au-delà des apparences, de donner du sens à sa vie, de prendre conscience que nos actes, nos paroles, même nos pensées ont un impact sur notre vie et sur peut-être nos vies futures. Donc, ça a commencé à changer ma conception de qu'est-ce que je fais de mon temps et qu'est-ce que je fais de mon énergie aussi. C'est incroyable si tôt, hein, mais je dis souvent, il y a vraiment un élan en nous. Et ben, il est toujours là, mais il se ressent à différents moments de notre vie. Certains, ça vient plus tard, mais il n'y a pas de mauvais moment. Il y a que le bon moment à tout moment, pour moi en tout cas. Et dis-nous quelques mots. J'ai quelqu'un là devant moi qui a eu l'occasion quand même de rencontrer, même si c'est il y a un moment, le Dalai Lama. Dis-moi quelques mots sur cette rencontre. Comment elle s'est passée? Comment tu t'es sentie? Alors, c'était la première fois que je le rencontrais, en vrai. Hein. Et puis, c'était ce qu'on appelle ils appelaient ça des audiences en anglais là-bas. Et puis, en fait, on pouvait passer devant lui et on était peut-être 200 ou 300, je ne sais pas combien on était, à passer juste devant lui et puis lui faire une salutation ou lui serrer la main ou voilà, lui dire bonjour, quoi. Et c'est vrai que ce qui était marrant, c'est qu'on attendait, on devait passer une sécurité, puis après, on attendait dans une montée pour arriver à sa résidence qui est au sommet d'une colline. Et en fait, on voyait les gens qui redescendaient après l'avoir vu, ils avaient tous un sourire énorme aux lèvres et ils avaient l'air super heureux. Je me suis dit, ah, dis donc, ça leur fait de l'effet en tout cas, apparemment. Et c'est vrai qu'une fois, alors c'était simple, hein, j'ai juste dit hello, je sais plus, mais il a une telle aura, un tel amour que c'est vrai que je suis descendu la même chose que les autres avec un grand sourire. Et oui, je pense que c'est ces rencontres-là qui m'ont donné envie d'aller plus loin et de devenir un peu comme ces maîtres qui ont un amour et une compassion débordante. Vraiment, c'est incroyable. Et aussi de la clairvoyance. Hein. Ils peuvent nous voir et dire attention, fais attention à ça. Ou, voilà, des fois, ils ont des aperçus de nos vies sans que nous, on ne leur ait rien dit, quoi. C'est très impressionnant de rencontrer ces maîtres. Oui, effectivement, voilà. En termes quantiques, eux, ils accèdent à des informations qui sont toujours là, qui sont aussi à notre disposition, mais des fois, on n'a pas la transparence encore parce que nos conditionnements ont des couches qui font qu'il y a certaines choses qu'on ne voit pas. Mais eux, ils sont à un tel plan subtil qu'on est transparent devant eux et ils sont capables de nous pointer des doigts, des choses qu'on ne pourrait pas voir. Oui, et nous transmettre des états d'esprit, des états émotionnels qui sont très inspirants, très beaux. Donc, voilà, des fois, la présence ou juste le fait de voir un maître ou de s'approcher d'un maître, on peut sentir un état d'amour ou de dévotion ou de paix qui est incroyable. Et j'ai vécu avec Amma aussi, wow. J'ai vécu avec différents maîtres et c'est vrai que Amma, c'était au Kerala, Yann? Non, c'était ici en Suisse, c'était bien plus tard. Ouais, je l'ai rencontré bien après. Mais je dirais que pour continuer, je ne sais pas si tu veux que je détaille un peu le voyage ou plutôt par la suite comment ça a évolué. Donc, le Dalai Lama, la rencontre, cette présence, je crois que ce mot présence, c'est bien qu'on s'y arrête un petit peu parce que quand on parle de cette dimension subtile pour moi, et comme tu dis, il n'a pratiquement rien dit, toi non plus. Pour moi, vivre dans la verticalité,
c'est aussi cette dimension, il y a une texture, dans le silence, quelque chose peut se vivre au-delà des mots, parce que des fois, les mots peuvent nous sortir de nous-mêmes. Les mots sont magnifiques, mais si on parle, si on fait, on oublie cette verticalité de la présence et cette notion en quantique aussi de justement d'échange d'informations que je viens de mentionner, mais aussi que nos fréquences, quand on est en présence d'une telle fréquence vibratoire, comme on est dans la nature, ça ne peut que nous impacter et ça nous relie à quelque chose qui est déjà en nous et c'est un cadeau, un trésor. Donc, si on part de cette notion de présence, justement en lien avec la prochaine question, c'est comment tu as développé du coup, il y a cet appétit qui s'est réveillé, puis tu as fait toutes ces rencontres et comment tu as développé cette relation, à cette présence en toi, autour de toi? Alors, je dirais qu'il y a eu ces rencontres avec ces maîtres et puis en parallèle, du coup, des pratiques qui allaient avec, c'est-à-dire des pratiques de méditation. Dans le bouddhisme tibétain, il y a tout l'aspect de la dévotion envers des Bouddhas qui peuvent nous transmettre des bénédictions et de la lumière pour nous nettoyer, pour nous apporter de la paix, des qualités spirituelles. Et donc ça a été un premier, je dirais, pas, avec des fois des moments des sensations très particulières ou des expériences très particulières qui se vivent, alors qu'on ne s'y attend pas généralement. Ce n'est pas quand on aimerait les vivre qu'elles apparaissent. C'est vraiment de manière complètement impromptue comme ça. Et puis, je dirais qu'après, après mon voyage, je suis rentré en Suisse. Et puis, j'ai commencé l'école d'infirmier à ce moment-là parce que ça m'avait orienté vers accompagner les gens en fin de vie, accompagner les gens en général. Et puis, donner du sens justement de se mettre au service un petit peu des autres à travers cet idéal des bodhisattvas. On a l'idéal du bodhisattva qui est d'atteindre à l'éveil pour aider les autres. Donc, c'est déjà un bon truc que de commencer par aider les autres dans son travail. Et donc, j'ai commencé mes études d'infirmier, puis je me rendais compte que j'avais beaucoup d'émotions qui me bloquaient, des schémas qui se répétaient, des choses qui me limitaient énormément. Et puis, je voyais que ça prenait beaucoup de place dans ma conscience et ça m'empêchait de méditer sereinement. Et ça tournait dans ma tête sans arrêt. Quand je m'asseyais pour méditer, j'avais des espèces de mental qui tournait dans tous les sens. Et c'était particulièrement fatigant d'être tout le temps pris là-dedans alors qu'on aimerait atteindre un état de paix intérieure. Et donc, j'ai commencé à 23 ans, comme ça à peu près, à faire un travail sur moi, à commencer avec des médecines énergétiques, à découvrir le Reiki, et commencer avec les constellations familiales. Assez vite, j'ai découvert les constellations familiales et j'ai commencé un processus de nettoyage, un peu de développement personnel par rapport au trauma de l'enfance, de la naissance, par rapport à... Voilà, j'ai commencé à nettoyer un peu les trucs qui m'empêchaient d'être épanoui et d'être bien, quoi. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé ça, je n'ai pas arrêté en réalité. Ça fait 20 ans, du coup, pas tout à fait à peu près une vingtaine d'années que je fais ça maintenant. Et c'est vrai que je dirais que le fait d'avoir associé la méditation, l'approche du bouddhisme et les thérapies et le travail sur soi, ça a été extrêmement utile pour trouver la paix à l'intérieur de moi, trouver une ouverture, m'ouvrir aux autres aussi. J'étais très, très timide, très introverti et j'ai découvert beaucoup plus d'aisance dans la relation aux autres, du plaisir à être en relation avec les autres, la curiosité et ça a vraiment changé beaucoup ma manière d'être au monde, quoi. Et voilà, après, c'est vrai que c'est un approfondissement au fil du temps, je dirais. Plus les années passent, plus j'essaye de continuer dans des aspects plus subtils et de la profondeur par rapport à ces pratiques. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et puis à un moment je me rappelle, j'avais peut-être 28-30 ans, j'avais déjà fait quelques années de thérapie, j'avais fait déjà pas mal de méditation, puis je me disais, j'ai vu qu'il y avait le salon, la Mednat, qui proposait des trucs. Puis, je me suis dit, il faudrait que j'aille. Puis après, je me suis dit, non, mais ça me fatigue. Moi, je n'ai plus envie d'apprendre ou de me soigner ou de découvrir des trucs. Mais non, c'est moi qui donne, quoi. C'est moi qui offre. Donc, il y a vraiment eu, je me rappelle, cette
transition claire, un moment qui a dit, c'est fini, moi, j'ai plus besoin de trop, enfin, j'ai toujours fait, j'ai continué, mais j'avais plus cette soif, disons. J'ai commencé à vraiment vouloir offrir et donner mon énergie, mon temps. Voilà. Puis je dirais que dans cette phase de connaissance de soi, de thérapie dont j'ai parlé, vers 25 ans, j'ai découvert la communication non violente. Et là, j'ai rencontré Marshall Rosenberg, qui à l'époque venait en Suisse régulièrement. Et puis, quand je l'ai rencontré, j'ai fait 10 jours avec lui, puis après encore 3 jours, et plusieurs fois, je l'ai vu comme ça. Et vraiment, je me rappelle, après ces 10 jours intensifs, c'était en Suisse allemande, j'ai dit, c'est ça, j'ai envie d'être formateur et de partager ce processus que je trouvais très en phase avec cette cohérence, cette congruence à laquelle j'aspirais, c'est-à-dire d'être clair sur ce que je ressens, d'avoir de la bienveillance pour les autres, d'être dans des relations horizontales et pas dans des relations de pouvoir qui peuvent vite se mettre en place, hein, même quand on a fait du travail sur soi et qu'on a de la conscience. Bien sûr. Les mécanismes inconscients se mettent très vite en place et nous mettent dans des relations qui ne sont pas équilibrées. Donc, je dirais que la communication non violente, elle a cet idéal-là. Alors, ce n'est pas toujours suffisant parce que des fois, on peut quand même rentrer dans des jeux de pouvoir, même en utilisant la CNV. Mais je dirais que ça m'a beaucoup apporté en termes de conscience et de compréhension et de savoir-être dans la relation. Voilà. Très intéressant. Et moi, j'ai une amie, la plupart de mes amis sont comme moi, à aussi pas mal lire, écouter, se remettre en question, mais pas dans un sens critique et de jugement. Pour moi, c'est du discernement. Et tu as dit un mot, et pour moi, c'est pas une question, c'est vraiment une question, c'est un parcours de révélation à soi qui est quasi infini, jusqu'à ce qu'entre guillemets, on touche la réalisation et justement l'esprit dont tu parles. Et c'est en ça que quand il y a une soif d'absolu et quand on a touché à cet absolu, même brièvement, à travers certaines méditations, quand on se promenait, à travers des rencontres comme le Dalai Lama, quand tu le touches du doigt et que tu sais que ça peut être plus que juste une seconde dans la journée, il y a cette soif d'absolu qui, je pense, est absolument naturelle et qui est aussi le catalyseur finalement de notre évolution. Parce que s'il n'y avait pas cette insatisfaction, ben voilà, on vivrait tout ça. Et puis, il y en a qui le font très bien comme Eckhart Tolle parce qu'il ne subit pas. C'est-à-dire, mais c'est pas, cette frustration n'est pas automatiquement, selon moi, un problème. C'est aussi indicateur qu'il y a une telle soif d'absolu qui existe en nous que la vie essaie de nous guider en disant intéresse-toi à élargir ta conscience et tout ça. Tout à fait. Ouais, et heureusement, je pense qu'on a des moments de souffrance, qu'on a des obstacles, parce que ça nous maintient dans cette envie de cette soif d'absolu dont tu parlais, cette quête vers plus de satisfaction et vers la guérison, en fait. Parce que moi, c'est quand même le mal-être et la souffrance qui, au début, m'a amené à faire du travail sur moi. Et puis, au fur et à mesure que je développais de l'accueil de mes différentes parts intérieures, que je voyais les souffrances qu'il y avait en moi et que je constatais aussi combien, juste en donnant de l'espace, moi-même avec moi-même, mais souvent aussi avec la présence d'une tierce personne, il n'y a pas besoin de techniques très particulières, il y a surtout besoin de temps et d'espace et de présence. Et ce processus-là fait que le corps, de manière organique, naturelle, les traumas peuvent émerger, les schémas peuvent se mettre en lumière et on peut évoluer énormément sans forcément passer par des méthodes particulières. Et ça m'a beaucoup parlé dans le sens que on a ce potentiel de guérison à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de l'amener à l'intérieur de soi. Il est déjà là, en fait. Il suffit de laisser de la place et de créer les bonnes circonstances, le bon environnement pour que la guérison se produise, au fond. Et ouais, donc moi, cette conscience-là m'a aussi beaucoup porté parce qu'au fond, je vois aussi que cette nature divine qu'on a en nous, hein, la nature ultime de l'esprit, comme disent les bouddhistes, elle aspire à cet accomplissement, à cette réalisation, à cette paix, à cet amour, à cette joie, à ce détachement en même temps. Donc, on est porté vers ça, en fait, si on laisse de l'espace et si on crée les conditions pour que ça puisse se révéler.
Euh, Oui, est-ce que c'est aussi en bouddhisme la notion des graines qu'on arrose? Je sais que Thich Nhat Hanh l'utilise, mais c'est peut-être pas automatiquement bouddhiste. oui, ouais, 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 tout à fait. Mais ces graines les personnes que vous admirez, vous avez les mêmes graines en vous, je veux dire, tu vois. Et l'idée, c'est d'apprendre à les arroser. Et dans une première partie de notre vie, on se disqualifie, on fait connaissance avec soi, jusqu'à un moment, il y a des moments comme ça, pivots, où on commence à devenir son meilleur allié, où on passe par devenir son meilleur ennemi. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de rappeler aux personnes qui nous regardent qu'il n'y a pas de faux chemin. Ce que vous vivez en ce moment est tout à fait correct. Et ce qui est important, c'est de vous engager pleinement dans votre chemin et d'essayer de, par contraste, rectifier et encore. Parce qu'au moment où quelque chose est manifesté, il a lieu d'être. Après, une seconde après, il a peut-être plus lieu d'être. Mais je crois que la plus belle chose qu'on puisse faire pour soi-même, c'est vraiment de se faire confiance et que ce que je vis en ce moment, même si c'est pas agréable, je sais que je fais au mieux avec mon niveau de conscience. Et certaines personnes comme toi et moi, ont besoin d'abord de passer par des choses. Alors toi, tu es passé par le bouddhisme. Mon père, c'était un ancien, tu sais, je pense que tu te rappelles de Arnaud Desjardins, donc pareil. Hein, ben c'est comme ça que la génération, notamment de mon père, sont un peu arrivés au côté spirituel, alors que nous, on peut y arriver de manière beaucoup plus laïque. Tout à Et fait. pareil, souvent, je dis dans mes ateliers, ma mère qui a fait une psychanalyse, hein, par exemple. Merci, maman, d'avoir ouvert la porte. Chaque chose, même si maintenant la psychanalyse, maintenant, on n'a pas automatiquement besoin pendant 10 ans de parler de soi parce qu'il y a d'autres moyens aussi de développer une relation à soi. À chaque moment de l'évolution collective, individuelle, il y a des choses comme ça qui permettent la prochaine étape. Et donc, comme nous-mêmes, nous n'étions pas moins bien il y a 10 ans, nous étions exactement comme il fallait être il y a 10 ans, et dans 10 ans, on sera les mêmes. Et je trouve vraiment, j'insiste à chaque fois, parce que la plus belle des choses, c'est de vraiment s'accompagner complètement sur ce chemin en se faisant confiance. C'est notre création, et elle est juste au moment où elle se fait. Et des fois, on a besoin d'intellectualiser. Il y a des périodes de notre vie, tu vois, on a besoin d'intellectualiser. Il y a des périodes de notre vie. Pourquoi? Parce que notamment dans notre société, ben voilà, pour comprendre et expérimenter quelque chose, il faut que ça passe d'abord par la tête, des fois. Donc, il n'y a pas vraiment de faux chemin. Il y a le chemin de chacun. Est-ce que tu es aussi un peu à... Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à cette vision qui est la mienne, mais... Oui, alors je te rejoins complètement parce que moi, j'ai accompagné des gens en thérapie, on faisait des travaux de constellation familiale ou sur les parts intérieures. J'ai remarqué que les gens qui avaient déjà fait, je me rappelle d'une personne qui était venue, qui avait fait un long travail de psychanalyse, il avait énormément parlé d'événements traumatiques qu'il avait vécus, de son enfance, etc. Et puis, on avait fait une séance de constellation et ça allait hyper vite, c'était hyper efficace. Je me suis rendu compte que tout ce travail qu'il avait fait de conscience avant, ça avait vraiment préparé le terrain pour qu'il y ait des choses qui puissent se débloquer, mais extrêmement rapidement. Et moi qui ai fait aussi des thérapies avec l'approche de Jung, hein, pendant une année et demie, j'allais presque chaque semaine, chaque 10 jours, voir une thérapeute jungienne. Je trouvais passionnant cette approche de comprendre les rêves, d'analyser la symbolique en fait des événements, hein, des signes de la vie et puis des rêves. Et en même temps, c'est vrai que pour moi, c'est juste cette approche-là me suffirait pas. Moi, j'ai besoin d'associer cette compréhension intellectuelle à un travail sur le corps aussi. Et au début, j'avais hyper conscience de mes mécanismes, de mes problématiques, mais ils ne changeaient pas. Et je me disais, mais je suis coincé, j'arrive pas à bouger. Je vois très très bien le schéma, comment il se met en place, à quel moment je tombe dedans, et je suis pas content d'être tombé dedans. Mais j'arrivais pas à en sortir. Et le fait d'avoir travaillé sur les mémoires corporelles, au fond, sur les émotions qui s'étaient cristallisées dans ces moments de trauma qui faisaient qu'après ça se répétait, et le fait de libérer ça, et puis souvent ça passe par des émotions, hein, ça passe par de la colère, ça passe par des pleurs, ça passe par la tristesse, faire le deuil en fait de ces événements qui se sont passés des fois il y a des années, hein, ou peut-être même des vies antérieures. Hein. Ça m'est arrivé de me trouver des sensations de vie antérieure, de choses que j'ai jamais vécues dans cette vie. Donc je me dis ça peut pas venir de là, ça vient d'ailleurs, quoi. Donc ce travail, je pense sur le corps, il est fondamental parce que si on reste dans la tête, je pense qu'on ne peut pas aller aussi en profondeur que. Mais effectivement, on est les bénéficiaires de
de plusieurs générations, hein, de la conscience qui a évolué au cours du XXe siècle, de gens qui étaient très, très... on a des émotions, on ne s'en occupe pas, hein, c'est même pas il y a si longtemps que ça. On en prend conscience, on en parle, et puis des thérapies qui se développent, des outils qui se développent de manière incroyable. Ces 20 dernières années et tout ce qui s'est développé, c'est hallucinant. Ou je pourrais même dire ces 40 dernières années, parce qu'en fait, ça a commencé dans les années 60, hein, avec tous ces mouvements hippies. Il y avait déjà toute une recherche. LSD aussi. Ouais, Stanislav Grof qui a fait toutes ces recherches, c'était passionnant. Mais c'est vrai que ça a commencé et nous, on est les bénéficiaires d'une... Alors, en même temps, il y a aussi beaucoup d'obstacles dans nos vies, hein, parce que le temps, c'est un peu compressé, j'ai envie de dire, hein. On a moins de temps à disposition, on est beaucoup pris par tout ce qu'on a à faire, le rythme s'accélère, on a ces portables qui nous font qu'on communique sans arrêt tout le temps, on est surinformé, on a trop d'infos, on a trop de sollicitations et de données, en fait. Et du coup, ce n'est pas facile de gérer tout ça, mais en même temps, on a aussi énormément d'outils et de connaissances. Donc, quelqu'un qui fait un développement personnel et qui fait un chemin sur lui, il a aujourd'hui mais tout ce qu'il faut. C'est génial, en fait. On vit une période magnifique pour ça. Ouais. Et moi, je pense même que ce contexte qu'on a créé d'infobésité, de la consommation et tout ça, on l'a co-créé et c'est aussi une invitation, une urgence à la verticalité. C'est-à-dire que c'est comme si, OK, ce serait trop facile d'avoir tous ces outils et puis il n'y aurait pas vraiment de raison finalement de les utiliser, il n'y a pas d'urgence. Mais comme les gens, moi j'ai plein d'amis qui sont mamans notamment, qui disent « Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». C'est un vrai phénomène, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Hein? Et justement, ce « j'ai pas le temps » nous invite à choisir et à décider quelle est la priorité. Hein? Et quel est mon monde intérieur? Est-ce que je suis complètement dispatchée à l'extérieur à courir à un point B, à checker? Ou parce que justement on est confronté et que ça va très 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 loin et qu'on peut s'y perdre, il y a une sorte d'urgence de revenir. Et regarde, pourquoi le yoga a explosé? Pourquoi maintenant les gens méditent beaucoup plus qu'il y a 20-30 ans? C'est grâce finalement, entre guillemets, à cet environnement qui, je veux dire, si tu restes au rythme sans conscience, bah regarde l'épidémie des burn-out, tu es infirmier, tu le sais. Ouais. Et le burn-out, c'est aussi une invitation à justement mieux savoir, trouver, c'est le lien des besoins aussi qu'on utilise beaucoup en CNV, d'être plus en lien avec ses besoins, puis de voir c'est quoi qui est important pour moi pour m'épanouir. Est-ce que c'est d'avoir 36 000 maisons, voitures, 3 femmes, un rôle de manager très bien payé, ou est-ce que je trouve mon équilibre entre justement l'image qu'on utilise beaucoup en spiritualité de l'oiseau, hein, les 2 ailes, l'avoir et l'être. Et nous, notre société a été tellement dans l'avoir et le faire que voilà, burn-out, merci, amen. Ah, OK, il y a peut-être quelque chose, j'ai peut-être pris une divergente. Je me suis perdue pour mieux me retrouver. Oui. Et moi, j'aime bien, tu sais, avoir toujours un regard constructif de ce qui nous arrive parce que je pense que le futur qu'on crée dépend de l'interprétation que l'on a du présent. Ce juste soit la situation, ça nous coupe de nos ressources. Alors que si on en recherche l'information, pas la critique, l'information, qu'est-ce que ça me dit sur moi? Qu'est-ce que ça me dit sur cette société? Et surtout, l'urgence de décider, moi, je fais quoi avec tout ça? Je choisis quoi? Et je décide de faire quoi au lieu de il faut, il doit, tu sais, dire à tout le monde non, non, je peux pas. Imagine le degré de frustration et le degré de... au lieu d'assumer, OK, j'ai peut-être pas envie, mais je choisis cette route. Et au moins, j'assume ce que je fais. Et là, quand on est dans cette atmosphère d'assumer, eh ben, le futur se crée très différent que non, il faut, je me sens complètement boxée de tous les côtés et je perds pied. Oui, tout à fait. Ce que tu dis, ça me parle énormément, c'est de voir la déconnexion avec son rythme naturel et ses besoins. En fait, on s'est énormément déconnecté de la nature, de nos besoins, de nos rythmes. Du coup, on fonctionne beaucoup avec le mental et du coup, on a cette espèce de partie qui nous drive, qui nous fait aller de l'avant. Mais en fait, il y a tout le reste qui nous envoie des infos et qu'on n'écoute pas forcément. Mais c'est vrai que à part en faisant un travail, je pense, sur le corps ou un travail de conscience qui va nous amener à sentir aussi ces infos,
c'est difficile de stopper ce mécanisme, hein. C'est pour ça que tu dis il y a tous ces mouvements de méditation, de yoga, etc. Parce que justement, ça nous reconnecte à mais qu'est-ce que je sens là en fait? Qu'est-ce qui se passe en moi? Je suis en décalage, je ne me sens pas aligné par rapport à ma vie, hein. Donc, comment, enfin, le plus on arrive à sentir ses ressentis, à ressentir ses impulses, à ressentir son rythme, du coup ses intuitions aussi, le plus on va être juste par rapport à ses choix de vie, tu vois, et de faire ce qui est bon pour nous et qui nous correspond et qui nous convient dans les limites, hein, de la société et des besoins qu'on a dans notre vie, etc., hein. Mais moi, tu vois, si je pouvais choisir dans l'idéal, je ferais que de la formation de CNV et des choses comme ça et de l'accompagnement. Après, je vois que par rapport à mes besoins financiers, ben, je n'arrive pas encore à avoir suffisamment de sécurité. Donc, c'est pour ça que je bosse encore à un petit pourcentage comme infirmier. Donc, pour on l'instant. fait avec. Et puis, je suis aligné, je suis OK avec ça. Parce que j'ai le plaisir, c'est juste. Ouais. Mais dans mon rêve, dans mon idéal, ce n'est pas encore complètement le 100% de ce que j'aimerais. Mais voilà, c'est OK avec moi, avec ça. Et cette notion de plus je suis à l'écoute de ce qui est juste pour moi et plus je suis bienveillant et empathique en fait envers les parts de moi, plus je peux arriver à un état de me désolidariser de mes émotions, de mes pensées, de mes trucs qui me poussent à gauche, à droite, pour dire ah oui, il y a cette partie-là qui me pousse là, ok. Ah oui, il y a cette partie-là qui me pousse là. Mais qu'est-ce qui est juste pour moi, tu vois? Et d'arriver à cet espace où finalement, il n'y a plus de choix à faire. Il n'y a plus de choix parce que c'est le non-choix qui nous guide. C'est-à-dire, c'est l'intuition qui nous guide. C'est de sentir ce qui est juste qui nous guide. Il n'y a plus un truc qui dit est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça? Ce serait bien de faire ci, faire ça. C'est plus ça qui nous fait avancer dans la vie. C'est ah ouais, c'est ça qui m'appelle maintenant, c'est ça que je souhaite faire, c'est ça que je fais. Tu vois, et c'est pour ça qu'il n'y a plus de choix à faire. En fait, ça nous soulage énormément parce que la vie, elle se déroule en fonction des élans qu'on suit et de ce qui est aligné par rapport à nos besoins. Ouais. Et tu vois, ce que j'ai créé, l'écho de Caro, prendre soin de soi, prendre soin du monde, c'est tout autour de cultiver son jardin intérieur, parce que ma propre expérience, c'est que aussi, quand on prend soin de ce jardin, les choses deviennent plus faciles à l'extérieur, parce que comme on est plus en lien avec soi et qu'on s'est enlevé un maximum de déconditionnement, et cet espace dont tu parles, moi j'en parle beaucoup aussi, c'est hyper important, et la méditation est une très bonne façon de créer cet espace, parce qu'en termes de neuroplasticité, on apprend à sortir du mode par défaut. Donc, le mode par défaut, c'est très bien pour beaucoup de choses, mais quand c'est la qualité de notre vie qui en dépend, de nos relations, de nos choix, et que là, c'est la tête qui choisit, qui crache son truc basé sur le passé et ses peurs, là, c'est plus OK. Et c'est un cheminement individuel qui est juste quand on le vit. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir de plus en plus d'espace. C'est comme une zone tampon où finalement, on parle de diffusion aussi. On s'est tellement entraîné en méditation ou à apprendre à questionner nos émotions et nos pensées qu'on ne les prend pas pour comptant. Oui, amen, bien sûr. T'es nul, t'aurais dû faire ça. Oui, amen, bien sûr. Non, il y a peut-être une autre façon de voir ça. Il y a peut-être une insécurité en moi que j'ai récupérée d'une période de ma vie qui fait que cette interprétation est cette interprétation. Et maintenant, je me suis tellement entraînée à créer cet espace que j'arrête d'être hypnotisée par tout ce qui se passe dans la tête. Et tu sais, Eckhart, je sais que tu l'aimes beaucoup aussi, Eckhart Tolle, il dit, quand les voitures passent devant vous, vous ne montez pas dans toutes les voitures. Pourquoi vous montez dans toutes les pensées? J'adore parce que c'est tellement vrai. Quand on n'a pas créé cet espace en nous, on est tellement collé, identifié à notre identité que l'on pense être ce que l'on pense, alors que normalement, on devrait être ce qu'on décide de penser. Oui. Et ça fait, c'est un monde énorme entre les deux. Mais ça, c'est un apprentissage. Et comme tu dis, Jacques, je suis OK avec ça, d'accepter et de prendre aussi du plaisir au chemin. Et c'est une illusion de croire que quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, et ça, moi, c'est l'enseignement plus du quantique qui m'a, ce modèle newtonien du quand, hein, qui est très dans notre société, c'est le modèle du quantique qui m'a beaucoup aidé à renverser la boucle. Non, d'abord, je me sens comme ça. Et ensuite, les choses viennent à moi. Hein? Donc, en lien avec ce que tu dis, cet espace, il est critique parce que ça nous permet de mieux prendre des décisions intentionnelles. Et pour moi, prendre soin de soi, prendre soin du monde, l'écho de Caro, c'est
pour moi-même comment je peux vivre une vie plus intentionnelle. Moi, c'est mon obsession personnelle et ma vie qui fait que je peux, comme toi, j'ai passé par tellement, j'ai dû faire 50 différentes thérapies, tu vois. Je veux dire, la CNV, j'ai adoré, que ce soit le corps. Et autre chose qui est très importante que tu as dit, c'est effectivement une des solutions, souvent dans mes ateliers, je dis, c'est que on se met la foire parce que on interprète notre réalité au lieu de la vivre. Et une des solutions, c'est de revenir au corps, aux sensations et de revenir au cœur, de se dire, OK, ça commence à me prendre la tête. Comment je peux revenir dans la confiance, dans le cœur? Il y a tellement moyen de revenir au centre. Hein. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot alignement. Et en fait, la vie me donne toutes les opportunités de me désaligner, de me prendre la tête. Et moi, à force, je décide, OK, j'y vais, je suis ou pas. Parce que j'ai des ressources en moi, je le sais, je l'ai expérimenté et j'ai vu que j'ai un choix. On me dit que j'ai pas le choix. Si, j'ai le choix de ma réponse. J'ai peut-être pas le choix que je perds quelque chose, mais je peux y répondre différemment. Et mon futur va en dépendre. Si je ronge mon os ou si je le lâche et que je fais confiance à la vie, mon futur va pas être du tout le même. C'est clair, c'est clair. Dans ce que tu disais par rapport effectivement à cette identification qu'on a hein, à nos pensées, à nos émotions, pour moi, une des clés, ça reste l'entraînement, tu vois, parce que je me fais tout le temps attraper. Il n'y a pas de miracle. Hein. Je veux dire, on parle avec les gens, il y a des choses qu'on voit qui se passent et ça nous chope dans les émotions et on reprend ce truc où on attrape toutes les pensées puis on les suit. C'est un long cheminement pour arriver à vivre dans la pleine conscience en permanence. Je pense que la pleine conscience, c'est un idéal que certains êtres arrivent hein, dans le monde, mais il n'y en a pas beaucoup hein, qui arrivent vraiment à vivre ça en permanence. Mais je pense que c'est vraiment une des clés les plus efficaces pour trouver cette liberté, cet alignement dans ses choix, dans sa vie et dans ses décisions et avoir de l'espace pour dire qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Et puis, si on a de l'espace et puis qu'on décide qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, on peut aussi, du coup, avoir plus de focus puis aller vraiment vers ce qui nous motive et ce qui nous intéresse, ce qui fait sens, quoi. Et pour ça, je crois, enfin, mon expérience, c'est qu'il faut des espaces pour s'entraîner. Tu vois, il faut des espaces des moments pour prendre du temps pour soi chaque jour, si on arrive, idéalement plusieurs fois par jour, mais au moins une fois par jour pour revenir dans quelque chose de plus lent, de plus présent, de plus aligné, et puis où on voit ces mécanismes à l'œuvre, comme ça on est un peu moins pris après dans le quotidien. Et on sait que faire 5 minutes de cohérence cardiaque, ça a des effets pendant 5 heures sur le cœur. Donc 5 minutes entraînent 5 heures de bénéfices, ça c'est sur le corps physique, mais sur la pensée, c'est la même chose. Hein. 5 minutes de pleine conscience, de méditation sur l'amour et la compassion, ça ouvre l'esprit, ça ouvre le cœur, ça nous apaise et ça a des effets pendant plein d'heures qui suivent. Donc, je pense que ces espaces de centrage, ils sont fondamentaux pour vivre ce dont tu parles, hein, qu'on vit tous, qu'on aspire tous à vivre d'une certaine façon. Et surtout avec les années d'expérience, avec la maturité qui vient, on se dit, mais en fait, ma vie, c'est pas juste profiter et avoir du plaisir et faire des belles vacances. Ma vie, il y a d'autres choses qui comptent aussi. Et pour beaucoup, cette quête spirituelle, elle prend de la place aussi au fil des années, ou en tout cas, cette recherche de sens et d'intériorité, elle prend de la place. Mais je pense que c'est indispensable de consacrer du temps et des fois de consacrer des semaines, tu vois, de faire des retraites. Alors, ça peut être des séminaires comme tu avais fait avec Tony Robbins, il s'appelait. Oui. Ouais, ou des choses comme ça. Hein. Je pense qu'il y a plein de méthodes pour aller se retrouver et trouver son alignement et se dire qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie et puis trouver de l'espace. Oui. C'est important de le faire. Après, peu importe, je crois que l'important, c'est de le faire. Peu importe. Je suis absolument d'accord avec toi parce que je dis souvent, j'accompagne des personnes, tu sais, qui cherchent du travail ou je donne des ateliers aussi en parlant public.
Et je leur donne aussi des outils comme la visualisation, la cohérence cardiaque, la gestion du stress, puisque la performance parlant en public va dépendre aussi beaucoup de la gestion du stress. Alors, j'ai dit, si vous le faites la veille, bon, ça peut aider. Mais si vous le faites pendant 2-3 semaines avant, votre corps a imprimé ça, il reconnaît ça beaucoup plus vite. Et c'est comme se laver les dents. Pourquoi on a oublié l'intériorité avant et maintenant encore dans des tribus? L'intériorité, elle est nourrie par la communauté. Ils sont autour d'un feu. Ils ont des rythmes de nature. Donc, les lois de la nature, tout simplement. Mais on est tellement coupé de ces lois de la nature qu'on ne bénéficie plus de cette dimension d'espace, de discussion, de solidarité. Et du coup, on doit compenser. On doit aller au yoga, on doit un peu méditer, tu vois. Donc, c'est à chacun de choisir, mais effectivement, c'est aussi Joe Dispenza, avec qui j'ai fait pas mal de retraites, qui en parle très bien. Il dit, regardez dans votre journée, à quel moment vous avez été présent. La plupart du temps, le réveil commence, paf, la course commence, droite, gauche, ta. Chaque chose que vous le faites en mode automatique. Dans la douche, vous êtes déjà au travail, vous mangez, vous êtes en train de manger, lire en même temps. Au bureau, vous êtes là, vous arrivez, vous mangez, peut-être que ça crie pas parce qu'il y a des tensions. Vous vous mettez au lit, éventuellement, vous essayez de lire 2 lignes. Vous êtes tellement fatigué, pouf, vous avez passé 0 minute finalement dans la saveur du moment, tu vois, de vraiment apprécier une discussion, un lunch avec quelqu'un, une promenade. Et c'est vrai que souvent, ça demande pour que ça se déploie, cette dimension, et que ça se ressente plus comme du miel. C'est vrai que le ralentissement, ça aide parce qu'il y a plus d'équilibre entre le faire et l'être quand il y a ce ralentissement. On peut être plus en contact avec soi. Et moi, j'en ai fait ma vie. Et tu sais, à tel point, je dis dans mes ateliers que l'harmonie était tellement importante pour moi, je ne me sentais pas capable de créer une famille parce que c'était au détriment, je pense, vraiment psychiquement de ma santé de l'époque. Tu vois? Heureusement, je ne regrette pas, mais pour moi, la valeur de l'harmonie, de la paix intérieure était tellement importante. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est un exemple à suivre. Je dis que pour moi, c'était tellement important que j'étais prêt à payer le prix de ne pas créer une famille. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est le chemin de chacun et de ressentir les besoins et de ce qui est le plus important, la priorité. Mais pour moi, cette intériorité, ce jardin est beaucoup plus important que les biens matériels. Maintenant, c'est à chacun de trouver un équilibre. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai vécu à Cannes, des amis étaient très riches, j'ai vu qu'en aucun cas, le bonheur dépendait de ça. Donc, j'ai fait ma propre règle et c'est à nous de faire notre propre sauce du bonheur et du succès. Et je pense que cette absolue, cette vraie nature qu'on recherche, elle est tellement tout le temps présente en nous que quand on fait le silence et qu'on ralentit, elle est encore plus présente. On en fait l'expérience et on en veut encore plus. On devient effectivement addict parce que ce sentiment de planer, quoi. Je relisais Sadhguru ce matin, Sadhguru, Transformation intérieure, il disait I'm stoned all the time. Je suis tout le temps, tu sais. Il dit, je fume rien, je bois rien, mais I'm stoned. Quoi. Comment tu traduirais ça en français? Ouais. Et c'est vrai que quand tu le regardes dans des vidéos Sadhguru, il a un peu les yeux. Pourquoi? Parce qu'il est dans un bliss total tout le temps, le mec. Et ça, tu l'as vécu. On l'a vécu à un certain niveau. On sait ce que c'est. Et après, tu t'en veux plus. Oui, c'est ça, de sentir ça. Et ce que je voulais aussi dire, c'est cette idée que, comment dire, l'histoire de, on parle beaucoup d'ego dans le chemin spirituel et dans le développement personnel. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que je pense que c'est important, enfin, dans ma compréhension, le développement personnel, parfois, il s'attache à renforcer l'ego, tu vois. Ouais, Par exemple, de dire, je me rappelle de ce film que j'avais vu il y a longtemps, Le Secret, tu sais, sur moi, je veux une belle maison, je veux des enfants, je veux… la manifestation, la manifestation. Un dream board, et puis c'est ça que je veux. Et puis, ça marche en partie, parfois, si vraiment il n'y a pas de pensée qui empêche, et puis qu'on a l'énergie suffisante, le karma.
ça peut très, très bien fonctionner. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on continue à renforcer ce sentiment du soi, de je, de moi, je veux ça, Si je j'aime. veux, j'obtiens. Voilà. Et puis, c'est un peu à l'antithèse d'une voie, je dirais, de développement spirituel qui est de lâcher un peu cet ego. Et c'est vrai que dans la pratique, par exemple, du bouddhisme tibétain, on va utiliser des méthodes qui sont des fois un peu radicales, hein. Il y a une pratique qui s'appelle l'échange de soi avec les autres. On imagine qu'on prend sur soi les douleurs, les souffrances des autres et on leur offre notre bien-être et toutes nos richesses et toutes nos chances et tout notre bien-être et tout notre bonheur. Et en échange, nous, on se charge de vraiment toute la souffrance, la maladie, les problèmes des autres. Mais de visualiser ça, on va se dire c'est malade ce qui va t'arriver si tu fais ça. Mais en réalité, il ne nous arrive rien parce qu'en faisant ça, on va à l'encontre de ce mécanisme de l'ego qui est toujours de vouloir du bien-être, se sécuriser, d'avoir du bonheur, d'avoir du bien-être, etc. Et on fait ça depuis tellement de temps, en fait. Hein, si on croit qu'il y a des vies avant, on fait ça depuis des vies et des vies, de vouloir se sécuriser, se trouver son bien-être et son confort. Et en fait, on voit bien que ça ne marche pas, puisque en fait, au lieu de trouver du confort, du bien-être, parfois on en trouve un peu, mais on trouve aussi beaucoup d'ennuis et de problèmes. Et d'aller à l'envers de ce processus d'abandonner un peu cet ego, de dire peu importe s'il m'arrive un truc, moi ce que je veux c'est que les autres soient heureux, c'est un outil en fait, c'est un moyen habile, c'est une méthode pour arrêter d'être toujours le je, le moi qui est au centre et ouvrir sa conscience et ouvrir aux autres, au monde, à l'univers en fait. Et c'est le même bénéfice, je crois, dans la méditation. Quand on arrive à des pratiques vraiment de non-dualité dans la méditation, il y a cette ouverture, il y a cet abandon de l'ego. Et ça, c'est le vrai bonheur, puisqu'après, on est moins lié aux circonstances, on est moins dépendant de que j'obtienne ce job ou que je rencontre telle personne ou que j'ai une famille ou que j'ai telle maison. On n'est plus dépendant de ça, puisque au fond, ce n'est pas tellement moi qui compte, au fond. Ce qui compte pour moi, c'est d'être au service de la vie, de l'univers et d'offrir mon énergie pour faire des choses qui ont du sens, tu vois. Oui. Du coup, si je n'obtiens pas, pour moi, ce n'est pas grave. Et je trouve que cette conscience-là, pour moi, ça a été aussi... J'étais pas clair au début, je me disais, mais pourtant ça marche, ce truc de pensée positive, tout ça. Oui, mais ce n'est pas le bonheur qu'on cherche au fond tous. En réalité, ce qu'on cherche, c'est cet alignement, ce besoin de sens et ce besoin de se libérer de son égocentrisme pour s'ouvrir à l'amour, aux autres. Je te rejoins absolument. Cependant, comme toi et moi qui avons eu ce soif de bien-être, et tu sais, moi j'ai été malade pendant longtemps et j'ai cherché des solutions parce qu'il me manquait quelque chose et j'étais drivée par l'ego, c'est-à-dire le manque. Mais il a eu sa part à jouer, son rôle à jouer, ce moment-là. Tu vois, et collectivement, j'avais vu Eckhart en 2016 à New York, il disait, mais l'ego a sa fonction dans l'humanité. On n'est là pas pour l'éliminer, on est là pour le transcender. Et que ce soit collectivement ou individuellement, mon ego le tient, le fait que le petit moi qui se sent misérable, tout ça, à certains moments de notre vie, et qui a cherché, comme toi, tu te sentais pas bien, donc tu as cherché des solutions, a aussi été celui qui finalement nous a fait cheminer et par contraste, expérimenter des choses. Et comme toi, je reviens à quelque chose de beaucoup plus pur maintenant, où on est plus dans la révélation de soi et enlever des couches que rajouter quoi que ce soit. Mais pareil, la Caroline qui essayait des trucs il y a 10, 15 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, elle était parfaite à ce moment-là. Elle faisait au mieux, comme aujourd'hui, tu vois. Et pour moi, c'est pas une histoire d'ego, pas ego, ou médite, pas médite, c'est comment chacun, on essaie de s'engager pleinement avec cœur sur ce chemin, sans aucun jugement. On apprend à, effectivement, d'abord on se dit j'aurais dû, j'aurais pas dû, on repart dans le mental. Mais si c'est le cas, ça a sa fonction d'être pour finalement comprendre cette intelligence du cœur qui existe, cette intelligence du corps qui existe, tu vois. Donc, nous, c'est facile après un certain chemin, mais on a tellement gambadé par contraste et tout ça, tu vois, que maintenant, il y a une vérité qui s'affine, qui devient plus subtile. Mais qui que ce soit et où qu'il en soit, il fait au mieux pour moi et il expérimente. Et souvent, je dis quand il y a des gens qui se plaignent en disant « Ah, mais tu sais vraiment, hein, ce serait bien qu'un tel, je dis « T'en fais pas, la vie s'en charge. »
Non, Oui. t'as pas l'impression? La vie se charge de nous tous, je crois. Elle Oui. sait exactement où nous amener, non? Ouais, je crois complètement à ça. Ouais. Je suis sûre. On reçoit les expériences qui vont nous faire évoluer et on reçoit ce dont on a besoin pour avancer. Ouais. Complètement. Et puis, c'est vrai que je te rejoins aussi dans ce que tu disais, que effectivement, que l'ego, c'est aussi un outil au service de notre évolution. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu à un moment ce truc qui dit, moi, j'en ai marre de vivre cette souffrance, j'ai envie que ça change. Et puis, c'est ça qui m'a amené vers les thérapies, vers la méditation. Donc, l'ego, c'est aussi un outil au service de... Mais il y a un moment où, effectivement, il faut pas nourrir que ça, parce que sinon, on se perd là-dedans, je crois. Donc, On a tous une telle intelligence que de toute façon, à un moment donné, ça va céder, tu vois. oui. L'élan de la vie fait son boulot et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'allège pour être rattrapé. Comme ça. Et puis ensuite, et à chaque fois que toi, tu es rattrapé par des choses différentes que moi et vice-versa. Pourquoi? Parce que c'est la vie qui nous dit, Caro, viens ici, viens regarder là, il y a encore un truc là. Et j'allais faire une vidéo sur ça justement. C'est pas... Parce que je vais donner un atelier sur la confiance. C'est pas un problème en soi d'avoir un manque de confiance. Ça me dit, Caroline, il y a un signe là. Pourquoi cette personne ou cette situation te met dans tel état? Et ce n'est qu'un signe. Tu le prends pas de manière émotionnelle. Je devrais pas, mais qu'est-ce qui se passe pour moi? J'en suis encore là. Non. Ah tiens, c'est intéressant. Ça te permet le discernement, le recul. Ah ok. Cette personne t'appuie facilement sur les boutons. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui, dans ton histoire, a fait que... Et du coup, ça te ramène toujours cette connaissance de soi. Donc, tout peut être de la nourriture à notre évolution, tout peut être un catalyseur si on le prend justement comme un signe versus un ennemi. Rien n'est un ennemi. Mais effectivement, quand on pense que c'est l'environnement qui définit notre vie, ben on va avoir tendance à penser effectivement que s'il n'y a pas ci, s'il n'y a pas ça, si on dit ci, si on dit ça, moi, petite pauvre chose, voilà comment ma vie est. Alors qu'on comprend qu'en fait, c'est à nous de manipuler l'environnement, entre guillemets, et les personnes et les situations pour ensuite décider du regard qu'on pose dessus et de ce qu'on va en faire pour le futur. Ouais, complètement. Ah, ouais. Alors, j'aimerais prendre on a fait plus long que d'habitude, mais prendre une petite question et puis rester avec nous parce que Yann va nous proposer aussi une petite pratique avant qu'on finisse. C'est OK pour toi? Très bien, avec plaisir. Ouais. Alors, je suis ta main. Alors, une question comme ça, intuitive, en lien avec le cœur de la vie, le pouvoir de la conscience, de l'invisible. Quelle est ta raison d'être, Yann? Ma raison d'être, je pense que si je suis là, c'est que il y a tout un parcours de nombreuses vies avant qui m'a amené à être ici maintenant. Je pense que ma raison d'être aujourd'hui dans le monde, c'est continuer un chemin de conscience et faire l'expérience, finalement, d'amener cette compréhension, cette conscience dans le monde et dans le quotidien des gens. Et voilà, c'est ça qui me parle, c'est ça qui me drive depuis tellement d'années. Enfin, j'ai senti que ma mission de vie, c'était ça, au fond. J'ai vu une astrologue qui m'a confirmé que c'était effectivement le chemin qui se présentait. Donc, je me dis, quand on sent quelque chose et puis qu'après on a plein de confirmations, c'est qu'on est vraiment aligné, quoi, c'est ça. Et tu vois, moi, la notion de thème, tu vois tous les détours qu'on a fait, entre guillemets, et passer notamment par cet ego qui nous tatata. Regarde comment il y avait quelque chose au-delà qu'on ne savait pas, tu l'appelles un destin, ou tu l'appelles autre chose, qui voulait nous amener à ça. Toutes les personnes que j'interviewe pour Au cœur de la vie, le pouvoir de l'invisible, sont des personnes qui en ont fait un travail pour les autres. Si on n'avait pas galéré, si on n'avait pas été à genoux, si on n'avait pas été en train de souffrir, à tester X, Y, Z, on ne pourrait pas avoir expérimenté tout ça et permettre maintenant aux personnes peut-être d'accélérer leur propre chemin parce que nous, on est passé par tous ces stades-là. Donc, du coup, il n'y a rien de faux dans notre parcours. Les détours, on évolue par contraste. Si on les crée, c'est qu'ils sont là pour nous enseigner quelque chose. Tu as parlé de Jung à un moment donné. Moi aussi, j'ai fait une thérapie, une psychothérapie.
tout est juste, à ce moment-là, ça avait sa fonction. Soit de remarquer que c'était pas pour toi, ou ça t'a amené quelque chose qui ensuite t'a amené autre chose. Donc, c'est pas parce qu'on arrête quelque chose que ça n'a pas eu sa fonction. Oui, tout à fait. Ouais. Après, je pense qu'on peut être des fois quand même beaucoup, on peut se leurrer, tu vois, avec certains trucs, en se disant, je sais pas, un exemple, tu fumes des pétards, puis tu dis, ah, mais ça me fait tellement du bien, ça m'ouvre l'esprit, ça me connecte, etc. Et puis pour moi, dans ce genre de choses, il y a une histoire de, c'est aussi, comme tu dis, une étape d'évolution, mais le plus vite on arrive à prendre conscience que c'est parfois un leurre, le plus vite on peut en sortir, tu vois. Peut-être c'est utile à certains moments pour sortir d'une douleur physique ou de certains trucs, mais je pense qu'on peut aussi rester coincé dans des croyances limitantes ou dans des fonctionnements qui vont nous limiter, tu vois, dans nos vies et qui vont ralentir notre évolution. Voilà. Et puis finalement, le plus vite on arrive à identifier ça et s'en sortir, le mieux c'est, quoi. Et pour ça, ben, c'est vrai que des fois, l'aide de personnes extérieures, c'est vachement soutenant, quoi. Ouais. Mais pareil, moi je pense que il y a des gens qui galèrent. Moi j'ai pas loin là de chez moi beaucoup de junkies aussi. Je suis très admirative parce que c'est vraiment des vies dures, tu vois. Et ou alors Armel que je suis aussi qui a perdu son enfant, il avait quelques mois et qui maintenant est une guide. Euh, la vie encore là, elle s'occupe de nous et si on doit patauger 3, 4 ans dans un truc pour ensuite faire un bon quantique. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette notion de... Cette histoire de temps n'a pas vraiment lieu d'être pour moi. Tu vois, parce que sur le papier, tu as l'impression de perdre du temps. Hein, et puis après, tu vas le récupérer plus tard. C'est-à-dire que si c'est un leurre et que j'ai besoin d'être leurré pendant 3 ans, c'est que mon niveau de conscience ne m'a pas permis de passer au stade au-dessus. Tu vois, et que moi, ben, la vie, quelque chose qui définit mon chemin, m'a dit non, je vais te laisser trempouiller là-dedans jusqu'au moment où il y a un wake-up call. Et pourquoi pour moi c'est important de nourrir ce regard, c'est qu'avec les personnes que j'accompagne, vraiment de les rassurer, au moment là où vous êtes, hein, vous avez fait au mieux. Et maintenant, c'est question avec le niveau de conscience que vous avez, qu'est-ce que vous décidez du prochain pas? Et faites-le en conscience, faites-le. Il a son lieu d'être à ce moment-là, tu vois? Ouais, Moi, j'aime bien ces questions, j'ai envie de t'en redemander une autre. Oui, pas de problème. C'est la même. Je l'avais remise. Alors, ton plus grand moment de révélation sur la vie? Je me rappelle C'était une fois où je faisais un satsang avec des amis. On chantait les bhajans, les mantras, là. Et puis à un moment, j'ai senti cette pensée qui est venue, mais cette sensation, cette impression très, très nette qui disait « Je suis aimé infiniment ». Je sens que je suis aimé par l'univers d'une façon immense et infinie. Ouais, ça, c'était magnifique. Ouais, c'est magnifique ces moments. Génial. Alors, je te propose d'animer une petite 5 minutes, 10 minutes, comme tu veux. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer en lien avec la thématique du jour, d'expérimenter cette dimension de conscience? Toi, tu l'as appelé l'esprit? La nature de l'esprit, La la nature. nature fondamentale de la conscience, au fond. Voilà. Je te laisse complètement carte libre. Oui, ça joue, merci. Alors, peut-être je vous propose pour commencer de fermer les yeux et de prendre contact avec votre intériorité, avec vos sensations. Observez le rythme de la respiration. Observez s'il y a des tensions au niveau des mâchoires ou des épaules. N'hésitez pas à bouger un peu pour être sûr que vous êtes bien à l'aise et détendu.
N'hésitez pas à bien vous redresser, le dos droit, vous étirer si c'est nécessaire. Observez vos poignets, vos mains, est-ce qu'elles sont détendues, est-ce que c'est relâché? Observez aussi le ventre, la zone du ventre, le plexus. Est-ce qu'il y a une détente ou s'il n'y a pas de détente, est-ce que vous pouvez amener un peu de détente juste par le fait de mettre votre conscience dedans? Et puis maintenant, je vais vous proposer une petite pratique d'auto-empathie, ou on pourrait dire d'accompagnement auto-empathique. C'est une approche dans laquelle on va accueillir tout ce qui émerge, tout ce qui vient. Et si nécessaire, on peut même penser à une situation qui nous stimule un peu. Et observer ce qui se passe, observer qu'est-ce qui émerge, observer les pensées. Pensez à une situation qui vous a perturbé peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines. Comment c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Observez s'il y a observez les pensées qui sont associées à ça. Ou les images qui viennent. Est-ce qu'il y a une émotion particulière ou une sensation dans le corps qui est associée à ça? Et maintenant, s'il y a une sensation, une émotion, je vous invite à observer. Vous êtes, il y a comme s'il y a une part de vous qui observe, qui est neutre, qui est observatrice, qui observe une autre part qui est prise dans l'émotion. C'est un moyen de mettre un peu de distance et d'espace entre ce qui apparaît dans votre conscience, que ce soit une pensée, une émotion, une sensation, et la partie qui observe ceci. Et vous l'observez avec détachement, curiosité. Légèreté. Imaginez, vous avez une peur ou une frustration. Vous voyez cette frustration et vous remarquez s'il y a une pensée qui dit c'est ma frustration, je suis ça. Et le processus, c'est justement de se détacher de ce ma frustration pour voir juste, il y a une frustration qui passe, il y a une sensation qui est là. Je ne suis pas ça. La part de moi qui observe les pensées, les sensations, les émotions, elle est vaste. Elle est pleine d'amour.
Elle est puissante. Elle observe avec bienveillance ces nuages qui passent. C'est la partie sage, la partie d'amour pur qui a conscience et qui observe les jeux du mental, les émotions, tout en étant complètement détaché. Vous pouvez accueillir pleinement, complètement ces parties qui sont agitées ou désagréables, en sachant qu'elles ne touchent pas, elles ne diminuent en rien la qualité de votre présence, de votre amour, de votre paix. Et puis pour terminer, je vous invite à penser que tous les êtres ont en eux cette même force, cette même amour, cette même puissance, cette joie, cette même partie qui est pleine de lumière. Et puis vous pouvez faire le souhait de continuer à révéler ça en vous et puis à aider les autres à révéler cette partie en eux. Voilà, et puis à votre rythme, vous pouvez amener votre conscience vers l'extérieur, commencer à bouger un petit peu, ouvrir les yeux. Voilà. On a toujours envie de rester. Merci beaucoup, Yann. Et magnifique aussi de finir avec cette touche de fin. Effectivement, ce lien au reste de l'humanité et même de tous les êtres. Effectivement, et des études ont démontré justement, notamment que les personnes qui méditaient avaient des comportements envers l'environnement plus, comment dire, bienveillants. C'est-à-dire que le premier écosystème est en nous. Et quand on prend soin de soi, on n'a pas envie d'aller mettre partout des poubelles, entre guillemets. Donc, je prends cet exemple qui est très important pour juste faire le lien entre le lien à soi et le lien à l'environnement. Quand on apprend à être seul avec soi, avec ce silence et à s'accompagner comme ça avec bienveillance, notre relation à l'autre, à l'environnement change complètement. Donc, merci d'avoir fini. Ça vient sans qu'on ait besoin d'y penser, parce que ça devient une part de nous. C'est une manifestation spontanée de notre énergie de vie, au fond. Si on se respecte, on respecte tout ce qu'il y a autour de nous. C'est naturel. Bien sûr, mais souvent, certaines personnes peuvent dire « Ah, c'est égoïste de prendre tout ce temps pour prendre soin de soi. » Tu sais, des fois, tu entends ça parce qu'il y a une culture un peu de...
Et c'est loin d'être égoïste. Au contraire, pour ensuite être capable de ne pas péter un plomb chaque Noël ou avec tel ou tel, ou, ce qui ne veut pas dire qu'on l'évite. Non, c'est juste qu'on le fait moins. Tu vois, parce qu'on est rattrapé, mais c'est pas, ben, on le fait peut-être beaucoup moins qu'il y a 10 ans. Hein, et on revient à la paix beaucoup plus vite aussi. C'est cet entraînement dont tu parlais. Et le fait de faire ça fait qu'on est de moins en moins égoïste concrètement dans notre rapport aux autres, notre rapport à l'environnement. Donc, en fait, oui, on prend des moments pour soi, mais en fait, on devient tellement plus que ça. Donc, c'est de toute façon gagnant de prendre ce temps. Ouais. Merci beaucoup, Caro. C'est vraiment très chouette d'avoir pu participer. Je te remercie. Ben, merci à toi. Et c'est tellement important aussi de donner beaucoup la parole aux hommes. Hein, parce que tu le sais, hein, dans ces séminaires et tout ça, il y a quand même encore pour l'instant pas mal de femmes, hein, cette sensibilité aux émotions, tout simplement. Hein. L'homme, il est un petit peu plus câblé pour le faire, pour l'action, la testostérone, nous sauver, et c'est très bien. Merci les hommes. J'aimerais avoir plus de ça. Et puis, des fois aussi, du coup, ils se perdent aussi plus vite en chemin aussi, parce que voilà. Donc, tout est bien, chacun est à sa place, mais c'est vrai que vraiment, j'ai soif de donner la parole aussi à plus d'hommes pour que plus d'hommes puissent se reconnaître aussi dans vos chemins, tu vois. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Et merci puis, à toi, merci à tout le monde. Merci. Vous pouvez retrouver, donc, si vous n'avez pas vu depuis le début, sur cette page Facebook, et ce sera bientôt disponible sur ma page YouTube. Une excellente journée à tous et on se retrouve bientôt pour le 9e invité qui n'est pas encore défini. Vous pourrez voir sur la page. Bonne journée à tous. Salut. Merci.